Dans les parties précédentes, on a vu qu'il existe suffisamment de preuves pour affirmer que plusieurs peuples différents ont atteint l'Amérique avant 1492. Parmi eux, les Vikings. Quelques hommes du Nord ont vécu en Amérique et ils ont même échangé avec des peuples amérindiens. On le sait grâce à leurs écrits que les traces archéologiques ont confirmé. Mais alors, comment se fait-il qu'à travers eux, l'info de l'existence de terres inconnues situées à l'ouest ne se soit pas répandue? Et se pourrait-il que d'autres territoires aient été découverts plus tôt que ce qu'on sait? On l'a vu précédemment, des Vikings se sont rendus en Amérique, mais leur installation fut de courte durée. Rien aujourd'hui n'indique qu'ils aient exploré plus en détail, ni même pris conscience qu'il s'agissait d'un vaste continent. Ils ont tout de même répertorié leurs découvertes et baptisé ces terres. Ce genre d'information se transmet inévitablement sur plusieurs générations de marins. On va donc voir s'il est possible que l'information se soit propagée, mais lentement et d'une certaine manière, secrètement. Vous aussi, vous avez entendu quelque chose Bon alors attention, déjà on va se calmer. Et non, cet épisode ne partira pas en névrose. Par contre, quand on entend parler de secret, la première question à se poser c'est à qui ça profite. Or ici nous allons parler de navigation, donc de commerce maritime. Et le commerce maritime a toujours été synonyme d'argent. De beaucoup d'argent. J'adore ce fond. Les revenus liés à l'économie maritime ont toujours été colossaux, depuis l'Antiquité et la richesse des cités-États phéniciennes, jusqu'au XXIe siècle, où en 2015, 71% de la flotte marchande mondiale naviguait sous pavillon de complaisance. C'est pas par charité envers des pays comme Panama, Malte ou les îles Caïmans, car les grands groupes hébergent leurs navires dans des sortes de paradis fiscaux pour limiter les taxes, les normes et exploiter de la main-d'œuvre au rabais pour gagner encore plus de pognon. Ah, les progrès de la mondialisation. Bref. Jusqu'au XXe siècle et la concurrence de l'aviation, la mer était la route la plus pratique pour le transport de marchandises. Ainsi, les profits du commerce naval étaient une véritable mine d'or pendant des siècles pour les armateurs et pour les États du monde entier. Qui contrôle tout ou partie d'une grande route maritime voit sa richesse assurée. Et de ce point de vue, la connaissance d'un itinéraire est d'une valeur inestimable. D'où l'intérêt de garder le secret. Déjà, les Phéniciens, puis les Carthaginois gardaient leur route secrète, une sorte d'assurance sur un monopole sur certaines ressources. D'après l'historien grec Polybe, un navire carthaginois suivi par un navire étranger n'hésitait pas à massacrer ses poursuivants, sinon à l'attirer vers des récifs, quitte à s'échouer plutôt que de révéler sa route. Plus tard, au Moyen-Âge et à la Renaissance, plusieurs États prospèrent presque exclusivement grâce au commerce maritime, par exemple les deux grandes rivales, les républiques de Gênes et de Venise. Ensuite, il y a bien sûr la grande quête de la route des Indes menée par les rois portugais. Sous l'impulsion du prince Henri, dit le navigateur, bien qu'il n'ait jamais navigué, des dizaines d'expéditions sont lancées dans l'Atlantique, d'où la multiplication des découvertes portugaises. L'enjeu économique des routes maritimes explique donc en quoi ce n'était pas forcément intéressant pour quiconque d'annoncer une découverte qui pourrait profiter à des concurrents. Ainsi, les découvertes maritimes du Xe au XVIIe siècle sont liées à l'expansion économique des États. C'est à cette époque que se produisent les premiers grands liens économiques durables entre les civilisations d'Europe de l'Ouest et du Proche-Orient, puis d'Europe du Nord, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud et de l'Est. Ajoutez à cela des progrès techniques dans la navigation, la route maritime devient alors plus pratique, d'autant qu'en parallèle se produisent aussi d'importants échanges culturels. Les connaissances venant des différents États issus des cultures scandinaves ne font pas exception, et il est envisageable que des rumeurs de terres situées dans l'océan vers l'ouest se soient répandues dans d'autres contrées. Car le savoir et la connaissance prennent une importance grandissante dans la société de la fin du Moyen-Âge, les échanges ne sont plus seulement commerciaux, et les connaissances en matière de géographie, de sciences et de navigation se partagent.
Ainsi, la maîtrise d'une route maritime relève d'un double enjeu économique et culturel pour les États, d'où cette montée en puissance des flottes marchandes à cette époque. Et par la même occasion, progressivement, c'est la conception que l'on se fait des pays environnants et du monde en général qui va évoluer. Et tout cela se ressent clairement sur l'évolution de la cartographie. Les cartes ont beaucoup évolué avec le temps, même si les bases sont restées les mêmes. En Europe, depuis Anaximandre au VIe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au Moyen-Âge, la représentation du monde se fait de manière similaire, il est circulaire et le fameux océan extérieur entoure les terres. Ce n'est pas pour autant qu'on croit que la Terre est plate. Beaucoup conçoivent notre monde comme sphérique ou cylindrique déjà depuis la Grèce antique, contrairement à ce qu'on peut penser. Non, la Terre plate c'est plus tardif, ça date de l'ère de la télé-réalité, de l'atrophie des cerveaux, tout ça. Ailleurs dans le monde, les Chinois connaissent aussi la forme de la Terre puisque, dès l'an 723, Yi Qing, astronome de l'empereur, essaie de calculer la longueur d'un arc de méridien. De son côté, la civilisation arabo-musulmane intègre les enseignements grecs et romains et les perfectionne grâce à ses astronomes, mathématiciens et géographes de talent, pour aboutir notamment à la représentation du monde par Al-Idrissi au milieu du XIIe siècle. Alors quand les échanges culturels entre grandes civilisations se produisent, le mélange des connaissances en géographie de chacun donne naissance à des cartes de plus en plus complètes, agrémentées régulièrement de nouvelles informations de sources diverses. Mais toutes les sources ne se valent pas, et paradoxalement cela va créer aussi beaucoup d'incertitudes. C'est ainsi que les cartes de la fin du Moyen-Âge commencent à utiliser des styles variés, elles se font plus détaillées et figurent des terres nouvelles, mais parfois imaginaires, issues de récits ou de légendes. À partir du XIVe siècle, de nombreuses cartes produites un peu partout en Europe montrent des îles fantômes. Voilà pourquoi l'île de Saint-Brendan, rattachée à la légende que vous connaissez, commence à se répandre sur de nombreuses cartes. Les cartes d'Angelino Dulcert de 1330 et 1339 placent dans l'Atlantique une île nommée Brasil, là aussi selon une tradition irlandaise, et une autre nommée Antillia. De nombreuses cartes du XVe siècle, notamment portugaises, montrent aussi l'île fantôme d'Antillia, également connue comme l'île des Sept Cités, du nom d'une légende portugaise, selon laquelle en l'an 734, 7 évêques portugais et leurs fidèles, devant l'invasion maure de l'Espagne, auraient fui en bateau vers une île de l'Atlantique. Malgré toutes ces erreurs, les cartes sont cruciales pour tout État qui veut disposer d'une marine marchande. Il y a aussi une certaine forme de prestige à posséder la meilleure carte, et les connaissances maritimes ont un tel enjeu économique et culturel que les cartes deviennent alors un bien inestimable. Ainsi, à la cour du Portugal, le secret fut une règle pendant plusieurs générations de souverains. Ce n'est peut-être pas un hasard si le mot sigilla signifie en portugais à la fois secret et sceau, comme un sceau royal. On estime par exemple que les îles du Cap-Vert ont été découvertes par des Portugais en 1456, mais le culte du secret entourant la navigation à l'époque est tel qu'il n'y a aucune certitude sur cette date, il se pourrait bien que ce soit avant. C'est donc à la cour du Portugal qu'on mettra au point le Padrón Real, la carte royale, qui reprend toutes les terres et toutes les routes du monde connu. Elle est la propriété exclusive du roi, l'un de ses biens les plus précieux. Son équivalent espagnol voit également le jour vers 1507, même si son existence n'est découverte que 20 ans plus tard. La consultation de ces cartes est normalement interdite à moins d'une autorisation royale. Même les navigateurs n'y avaient pas directement accès, des copies incomplètes ou pas tout à fait exactes leur étaient fournies, au cas où elles tomberaient dans des mains concurrentes. Oui, l'espionnage était déjà un sport international. On voit donc que la valeur potentielle des informations de navigation justifie un certain secret autour de la cartographie et de la navigation en général. Et ceci explique pourquoi ces informations ne se répandent pas forcément de manière immédiate. Mais aucun secret ne peut être conservé indéfiniment. Et entre le partage des connaissances, l'espionnage et la nécessité de vérifier certaines informations de sources douteuses, des découvertes ont certainement été faites plus tôt. Ainsi aujourd'hui on trouve des cartes anciennes que l'on qualifie de prémonitoires, voire de mystérieuses. Attends, ça fait 2 fois là, c'est pas moi. La carte de Dulcert de 1339 dont on a déjà parlé, place des îles de l'archipel de Madère. L'Atlas Médicis de 1351 montre aussi Madère et même les Açores. Oui, mais voilà, officiellement, Madère n'a été découverte qu'en 1419. Et les Açores en 1427. D'autres cartes suivront et situent aussi ces îles avec de plus en plus de détails.
Sur l'Atlas catalan de 1375, ces archipels sont encore mieux représentés. Les îles sont correctement disposées, et certaines portent même un nom proche de celui qui leur sera officiellement donné 50 ans plus tard. Pareil sur le portolan de Guillaume Solaire de 1380, et d'autres encore, et jusqu'à celle de 1424 attribuée à Tsuane Pizzigano. Or, des écrits arabes du XIe siècle indiquent qu'en février 999, le navigateur Ibn Farouk aborde des îles à l'ouest des Canaries et leur donne des noms, les mêmes qui se retrouvent sur les cartes de Dulcert. D'autres détails cernent un peu plus la réalité de ces découvertes antérieures. Déjà, on avait vu dans la partie 3 que des vestiges aux Açores laissaient supposer une présence plus ancienne que celle de Portugais du XVe siècle, mais en plus, la génétique a montré que les souris de l'île de Madère sont d'origine scandinave, et qu'elles sont arrivées entre le 9e et le 11e siècle. Je me demande s'il y a une amicale des généticiens de la loose, parce qu'entre ceux des souris, des poulets, des patates douces, Bref. Vu que les souris du Nord ne sont pas arrivées sur Madère à la nage, des Vikings ont sans doute trouvé cette île à ce moment-là, probablement tout comme des Arabes. Car rappelez-vous, on avait vu que d'après Al-Idrissi, des marins avaient rencontré une île habitée dans l'Atlantique, où ils avaient été capturés, puis avaient rencontré un interprète. Ça n'engage que moi, mais les temps de parcours indiqués, et la preuve de l'arrivée de Vikings sur Madère à cette époque, pourraient être une explication à ce récit. Mais on peut encore aller plus loin. La carte d'Albertine de Virga, faite de 1411 à 1415. Elle montre aussi les Açores, mais surtout le cap de Bonne-Espérance, officiellement découvert par Bartholoméo Dias 75 ans plus tard, ainsi que ce qui pourrait être une fusion entre Norvège et Groenland, ou carrément le Vinland, et enfin une terre isolée au sud, on va en reparler. Peut-être est-ce inspiré en partie de la carte d'Al-Massoudi. En tout cas, il semble bien que des échanges d'informations aient eu lieu, car les auteurs de ces cartes ont l'air d'avoir eu accès à des informations provenant d'Asie, pour la représentation de la côte est de l'Afrique, et des infos d'Europe du Nord pour la représentation de l'Europe du Nord. Peut-être qu'Al-Idrissi fut le premier à faire la fusion de ces connaissances, vu qu'il aurait été appelé par le roi normand de Sicile, Roger II, pour des travaux de géographe. Je pose juste la question, et si de vrais spécialistes en la matière pouvaient y répondre, allez-y dans les commentaires. Mais ce n'est pas tout. La prestigieuse école de cartographie de Dieppe s'appuie sur des informations provenant de ces marins réputés, mais aussi, entre autres, de navigateurs portugais. Les cartes dieppoises ont la particularité de représenter ce qui semble être l'Australie, tant dans la position que dans l'aspect des côtes. Ce qui pose problème quand on sait que l'Australie a officiellement été découverte par des Hollandais en 1606. Certains pensent donc que des navigateurs portugais ont pu discrètement découvrir l'Australie presque 100 ans plus tôt. Et ce serait le marin Cristóvão de Mendonça qui aurait mené une expédition dans l'océan Indien. On sait assez peu de choses à son sujet, notamment à cause de la politique portugaise de silence. Cela expliquerait aussi les indications en portugais sur les cartes dieppoises, ou même la présence d'un éventuel kangourou sur un atlas de 1593. Il est aussi possible que cette information provienne de Chine, où les navigateurs, rappelez-vous Zheng He, ont pas mal traîné dans l'océan Indien et auraient pu eux aussi découvrir l'Australie. Ou pas. Car il faut noter que l'idée de la présence d'un continent au sud pour équilibrer les terres au nord est une idée assez répandue à l'époque. Et comme on l'a dit, de nombreuses cartes comportent des îles fantômes ou des terres supposées, peut-être qu'on veut voir dans cette représentation quelque chose qu'on connaît. En tout cas, la présence de cette île dénommée la Grande Jave reste curieuse. D'autant qu'elle semble tenir son nom de Marco Polo, qui dans ses récits désigne par ce nom la plus grande île du monde, précisément ce qu'est l'Australie. Enfin, il y a le cas de l'île nommée Terre du roi du Portugal, ou Terra Nova do Bacalhau, la terre neuve des morues, moins glamour, qui donna son nom à Terre-Neuve. Une théorie danoise suppose que cette île, et donc la côte américaine du coup, aurait été découverte entre 1472 et 1476, à l'occasion d'une expédition armée par le roi Christian Ier du Danemark, et à laquelle auraient participé un ou plusieurs explorateurs portugais, notamment João Vaz Cortereal. En effet, cette expédition fut commanditée par le roi du Portugal, et elle a officiellement visité l'Islande et le Groenland. Peut-être ont-ils navigué plus loin vers l'ouest, ou simplement sont-ils tombés sur la saga des Islandais, ou même sur l'ancêtre de la carte de Skaholt. En tout cas, ceci expliquerait clairement la présence assez prémonitoire de cette île. On sait aussi que les bateaux normands et des pêcheurs portugais ou basques
s'aventurer loin dans l'Atlantique. Il est envisageable que cette île des Morues ne soit pas une île fantôme, mais bien une terre connue des pêcheurs. Quoi qu'il en soit, tout cela indique que de nombreux navigateurs n'ont pas attendu Christophe Colomb pour sillonner l'Atlantique. Et voilà pourquoi on voit régulièrement fleurir des hypothèses sur d'autres candidats à la découverte de l'Amérique, basées sur des interprétations très libres, de récits plus ou moins fiables. En fait, comme dans le cas de l'histoire de Madoc le Gallois dont on a parlé dans la deuxième partie, beaucoup se sont dit que ce serait cool si le Nouveau Monde avait été découvert non pas par Colomb mais par un mec de chez eux. Ainsi, on entend souvent parler des frères Zeno, Antonio et Niccolo de leur prénom, des marins vénitiens, frères d'un amiral célèbre, qui ont vécu au XIVe siècle. Alors, v'là-t-il qu'en 1558, donc vachement plus tard quand même, un de leurs descendants retrouve des lettres et une carte provenant de ses lointains ancêtres. Entre 1391 et 95, ils auraient fait un voyage d'exploration en Europe du Nord, au cours duquel ils auraient abordé de nombreux territoires, l'Islande, le Groenland et même l'Amérique du Nord. Si cette carte pose quelques problèmes d'identification des lieux, on peut tout de même resituer l'ensemble. Scotia et l'Écosse, le Danemark est bien identifiable, comme la Norvège, on comprend ce qu'est un Groenland et l'Islande y figure. Pour le reste, en rapprochant le nom des villages et des îlots, on peut associer Estland aux îles Shetland et Friesland aux îles Féroé. Par contre, tout ce qui se trouve à l'ouest reste non identifié, Icaria, Estotiland et Drogeo qui pourrait être l'Amérique du Nord. Voici ce que disent les lettres. Les gens de Friesland connaissent des terres situées vers l'ouest. Sur Estotiland, on trouve une ville bien bâtie dont les habitants sèment le blé et boivent la bière, et où il y a un souverain dont la bibliothèque compte quelques livres en latin. Drogeo serait en fait une terre immense, où les habitants sont de vils anthropophages ignorants et grossiers, ne sachant même pas se couvrir des peaux des bêtes qu'ils tuent, et qui passent leur temps à se combattre armés d'arcs et de lances en bois. Plus au sud-ouest se trouverait une nation plus civilisée de bâtisseurs, qui connaissent les métaux précieux, mais qui offrent des sacrifices humains à leurs dieux. On va dire que, soit cette histoire est authentique, les frères Zeno ont voyagé jusqu'au Féroé, en Islande et au Groenland, et on leur a révélé la connaissance du Vinland, que les hommes du Nord connaissaient visiblement mieux que ceux qu'on croit, vu qu'ils semblent connaître d'autres civilisations amérindiennes que celles dont ils ont croisé la route avec certitude. Peut-être même les frères Zeno y sont-ils allés eux-mêmes, car la fin de la correspondance est manquante. Soit c'est un faux grossier fabriqué au XVIe siècle, basé sur des connaissances et des récits du XVIe siècle, abusant des clichés communs sur les Vikings et les Indiens anthropophages idiots au point de ne même pas penser à se faire des vêtements en fourrure alors qu'ils vivent depuis des lustres dans un pays froid. On parle aussi de Jean Cousin, un navigateur français de Dieppe, qui en 1488, lors d'un voyage d'exploration sur la côte africaine, aurait dérivé vers l'ouest. Pendant super longtemps donc, avant de trouver une terre inconnue et l'embouchure d'un vaste fleuve. Plus tard, il aurait même atteint les Indes en passant par le sud de l'Afrique avant Vasco de Gama. Malheureusement, d'après celui qui a exhumé cette histoire au XIXe siècle, toutes les preuves écrites des expéditions dieppoises ont été détruites depuis. Ah, c'est quand même pas de bol, la quantité de preuves décisives qui se perdent dès qu'on demande à les voir. Dans un autre esprit, d'après un chroniqueur anglais de l'époque, le dénommé John Jay, marin anglais de Bristol, serait parti en 1480 pour découvrir la mythique île de Brazil. Selon un rapport contemporain, un certain Thomas Croft, qu'on accuse de contrebande, déclare avoir effectivement fait partie d'une expédition pour trouver l'île de Brazil. Et donc, voilà. Rien d'autre n'indique qu'ils aient trouvé quoi que ce soit. Mais ça permet, pour ceux qui en ont envie, de rajouter 2 noms de plus à une liste de précurseurs à Christophe Colomb. Pour finir, il me faut aussi parler de la carte de Piri Reis. Piri Reis était un amiral ottoman qui a fabriqué en 1513 une carte de tout le monde connu, mais dont seul un fragment est parvenu jusqu'à nous. En particulier, on y voit une représentation curieuse des côtes de l'Amérique du Sud. Il semble que cette carte fut réalisée avec des informations de sources diverses, notamment grecques classiques, génoises, portugaises, et même provenant d'un des marins de l'équipage de Colomb, prisonnier des Ottomans. Si les détails des côtes semblent assez précis pour l'époque, on remarque que le sud du continent est prolongé vers l'est et le sud. Or, d'après un officier de la marine américaine, ce tracé est similaire avec les côtes de l'Antarctique. Oui, mais les côtes continentales de l'Antarctique, donc dépourvues de glace, tel qu'il était il y a 10 000 ans.
Ouais, mais là, ça mérite quand même, hein. Les Ottomans auraient eu donc accès à un savoir caché exceptionnel permettant à Piri Reis de connaître ce contour des milliers d'années après qu'il fut recouvert de glace. Ah, c'est la seule explication possible. Non ? Sur cette carte, on reconnaît bien la forme particulière de l'île d'Antilia, qui n'existe pas donc, hein. L'Amérique du Sud est rattachée à l'Antarctique. Voilà. Bon, à part ça, un amiral turc était au courant de la forme exacte qu'avait la côte antarctique en l'an 8000 avant Jésus-Christ. Ou alors, c'est une représentation approximative des côtes sud-américaines, avec une grosse erreur d'orientation. Au choix. Allez, maintenant qu'on a vu toutes les hypothèses et tous les candidats, il est temps de conclure sur cette série. Des cartes vénitiennes à celles de l'école de Dieppe, beaucoup de détails montrent que du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle, les connaissances géographiques ont été en partie profondément fausses et en même temps plus avancées que ce qu'on pense. Entre les récits légendaires qu'on a voulu représenter, les échanges d'informations pas toujours volontaires provenant d'horizons divers, la volonté de tenir secrète toute découverte susceptible de rapporter gros, on comprend pourquoi les connaissances de découvertes réelles de nouvelles terres se sont étendues si lentement et de manière si incertaine. Mais cela a contribué à changer la perception de l'Atlantique, partant à l'Antiquité d'un immense et dangereux océan marquant la limite du monde humain, à des cartes médiévales comportant de plus en plus d'îles réelles et de données de navigation précises. Pourtant, le plus grand changement de cette époque vient d'autre chose. Jusqu'ici, les navigateurs étaient principalement des armateurs privés, qui agissaient donc pour leur propre intérêt, pas celui de leur nation. C'est pourquoi il a fallu aux États envoyer des explorateurs officiels, c'est-à-dire mandatés par eux ou au nom de leur souverain, pour valider ou rejeter ces données, et au passage réclamer des droits sur des territoires, bien sûr. C'est l'implication directe d'un État ou d'un monarque qui marque une découverte officielle. C'est à ça que correspondent les dates de découverte des différentes îles et territoires. Parfois, des navigateurs privés, donc non officiels, les avaient précédés. On sait que les Vikings du Groenland connaissaient l'existence de terres à l'ouest, au moins depuis le XIe siècle. Mais ils n'ont pas débarqué là-bas au nom de leur roi pour y revendiquer des terres. C'était des expéditions privées pour le compte de petits explorateurs. D'une certaine manière, on peut faire le même constat pour les Polynésiens et pour les Inuits, qui en plus n'étaient pas organisés en État comme on l'entend en Occident. Impossible d'en être sûr, mais il est très probable que les connaissances des Vikings aient pu discrètement faire leur chemin ailleurs dans le monde, tout comme ça s'est manifestement produit pour les différentes îles de l'Atlantique. Mais au milieu d'îles légendaires, toutes ces terres devaient rester relativement hypothétiques. De son côté, Christophe Colomb, qui avait des connaissances en cartographie, a rencontré des géographes et des cartographes de renom, comme Martin Behaim. Il a aussi une expérience précoce dans la marine et la navigation, il a vu de nombreuses cartes de diverses origines. On sait qu'il est allé en Islande en 1477, et peut-être d'ailleurs qu'il y a vu des cartes comme celle de Scaholt. En tout cas, on sait qu'il a essayé de calculer la circonférence de la Terre, et il a commis une erreur de calcul, ce qui en a diminué la distance réelle. Cette erreur va lui permettre d'envisager que, oui, il est possible d'atteindre les Indes en passant par l'ouest. D'autant qu'en plus, il a probablement surestimé la taille du continent asiatique. Et on peut supposer aussi que la présence sur les différentes cartes d'îles dans l'Atlantique, de plus en plus nombreuses, annonçait pour lui la présence toute proche d'autres terres, le Japon et la Chine. Mais par-dessus tout, ce qui fait la différence, c'est que Christophe Colomb est parti vers l'ouest au nom d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. En français, la dernière définition du verbe découvrir, c'est révéler, faire connaître ce qui était tenu caché, secret. L'expédition de Christophe Colomb a révélé aux puissants l'existence de terres à l'ouest, de manière certaine et surtout officielle. Pour eux, aucune importance si ces terres étaient habitées depuis des millénaires, et si d'autres les connaissaient avant. Peu importait s'il s'agissait des Indes ou d'un nouveau monde. Voilà la réponse. Avec lui, une nouvelle route navale s'est officiellement ouverte, et ce sont les États qui ont découvert l'Amérique et sa manne financière. D'ailleurs, chacun voulant sa part du gâteau, après lui, de nombreux marins de tout pays ont mis les voiles à l'ouest avec l'appât du gain comme coup d'envoi du grand massacre que fut la colonisation du Nouveau Monde. Et entre l'attrait économique et la valeur culturelle symbolique de la découverte, voilà pourquoi de nombreux prédécesseurs supposés sont progressivement apparus, et aujourd'hui encore, cette valeur symbolique pousse de nombreuses personnes à tenir pour sûr des hypothèses hasardeuses ou carrément improbables.
C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Mais trop tard, car de ce point de vue, c'est bien Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Même si ça me gonfle. Il a ouvert la porte de l'Amérique au reste du monde, ce que d'autres navigateurs, polynésiens, inuits, vikings ou qui que ce soit n'ont pas fait, même s'ils sont arrivés là-bas avant lui.